Et dans ce grand angle, cette question, et si Donald Trump était le prochain prix Nobel de la paix? Le président américain fait tout pour cette reconnaissance, c'est son objectif premier, vous allez le voir. Voilà pourquoi il s'implique autant dans les accords de paix et de cessez-le-feu à travers le monde, mais sans oublier d'y inclure à chaque fois un volet commercial. Paix et business, la méthode Trump, c'est le thème de ce grand angle. Et pour en parler avec nous, Ulrich Bouna, bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique et également en plateau avec nous, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine. Merci à tous les deux d'être avec moi pour ce grand angle consacré donc à Donald Trump. Et pour commencer, je voulais que l'on entende le président américain, puisque l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous allez entendre, il estime qu'il doit recevoir le prix Nobel de la paix. Écoutez. C'est une avancée considérable. En quelques mois seulement, nous avons réussi à instaurer la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la RDC, le Rwanda, ainsi que dans quelques autres pays. Ulrich Bouna, Donald Trump, prix Nobel de la paix, vous y croyez? En tout cas, on l'a vu, hein, c'est son vœu le plus cher, son rêve ultime, son obsession, on peut dire. Oui, effectivement, il multiplie les accords, les accords de paix. En tout cas, il multiplie les initiatives qu'il présente comme des accords de paix, que ce soit entre la Thaïlande et le Cambodge, entre la RDC et le Rwanda. Il a prétendu aussi que c'était lui qui avait arrêté la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Et effectivement, le joyau de la couronne, ce sera en quelque sorte un cessez-le-feu en Ukraine avec sa réunion avec Vladimir Poutine vendredi. Après, est-ce que ça suffira pour obtenir le prix Nobel de la paix? Je ne peux pas le dire. Ce qu'il faut par contre en revanche beaucoup garder en tête avec Donald Trump, c'est que tous ces accords de paix, je mets vraiment des grands guillemets autour, on est vraiment sur des opérations de communication. Quand on regarde dans les détails, on est soit sur des pré-accords de paix, soit sur des on va dire des documents qui n'engagent pas beaucoup en fait les signataires. On verra cela dans le détail dans un petit instant. Sylvie Bermann, est-ce que c'est avant tout par jalousie de Barack Obama qu'il a reçu, on le rappelle, en 2009, au bout de seulement 9 mois de mandat, que c'est la quête de Donald Trump d'avoir ce prix Nobel? Oui, tout à fait, parce qu'il considère que Barack Obama l'a eu sans raison, ce qui est assez vrai d'ailleurs. Et lui se compare toujours à ses prédécesseurs, il est très narcissique. En plus, comme il n'a pas de surmoi, il dit tout ce qui lui passe par la tête et tout ce qu'il pense. C'est-à-dire, beaucoup espèrent peut-être avoir un prix Nobel, mais c'est rare de dire « je mérite le prix Nobel, je devrais l'avoir ». Et bon, maintenant, les initiatives qu'il prend, je suis désolée, je trouve ça très bien. C'est, même si c'est pas encore la paix, même si c'est des processus, mais c'est vrai que l'Arménie, l'Azerbaïdjan, moi j'ai connu cette guerre quand j'étais encore en poste en Union soviétique, il y a très longtemps, c'est violent, il n'y avait aucune chance de solution, la Russie est maintenant hors jeu, eh bien écoutez, tant mieux, sur la RDC et le Rwanda aussi, alors que personne ne s'intéresse à ce conflit, encore une fois, tant mieux. Et on va voir, il y a quelques soutiens et certains poids lourds également de la politique qui militent pour que Donald Trump ait le prochain prix Nobel de la paix. On écoute. À l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays après l'autre, dans une région après l'autre. Alors je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, la lettre que j'ai envoyée au comité du prix Nobel. Il a ramené la paix dans la région où la RDC et le Rwanda ont signé un accord. Et maintenant, il ramène la paix dans votre région où cela n'avait jamais été possible. Je pense donc qu'il mérite le prix Nobel de la paix. Sylvie Bermann, ces soutiens, ils seront suffisants ou selon vous, au bout du bout, il ne l'aura pas? Alors, ces soutiens ne sont pas suffisants et je pense, comme vous dites, au bout du bout, les membres du jury en général sont assez à gauche, pour ne pas dire gauchistes, et doivent détester la personnalité de Donald Trump. Ulrich Bouna, vous êtes d'accord avec cette analyse? Lui dit il aurait dû le recevoir déjà 4 ou 5 fois, ce prix Nobel. Effectivement, en bout de course, il passera pas la ligne d'arrivée? Honnêtement, je ne peux pas le dire, mais après, ce qui est quand même aussi certain, c'est que pour le coup, cette campagne hyper médiatique qui vise justement à démultiplier les feux et à faire en sorte qu'il serait, on va dire, soutenu par un maximum de monde. Je suis pas sûr que, je me demande même si c'est pas effectivement, on va dire, contre-productif en fait, une espèce de tentative de pression sur le comité Nobel. Mais effectivement, je suis pas sûr que ce soit hyper productif. Mais on verra. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Sylvie Bermann? Non, on a parlé de ces différentes initiatives. Cela dit, s'il arrive à quelque chose sur l'Ukraine... Là, on va être sur un dossier central, selon vous. Ça va se jouer là-dessus.
Oui, parce que c'est une guerre qui est beaucoup plus visible dans le monde européen. Les autres guerres sont sanglantes. C'est en RDC et ça fait des décennies que ça dure avec des viols massifs, des tortures. C'est absolument monstrueux, mais on s'y intéresse pas. Ce qui se passe au Soudan, on s'y intéresse pas. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, personne n'a pris d'initiative alors qu'on le sait. L'Ukraine, c'est différent parce que l'Union européenne s'est complètement mobilisée sur ce sujet. Ulrich Bunja, vous rappeliez tout à l'heure les différents accords de paix qu'il a réussi à mettre en place tout à l'heure. Vous disiez en substance, tout cela, pourquoi au final il signe, mais pourquoi en fait ? Lui, il signe essentiellement pour de la communication. Pour de la communication. Après, effectivement, si ça peut lui permettre de faire du business, comme typiquement dans le corridor du Zangezur, donc au sud de l'Arménie, pour relier l'enclave du Nakhichevan à l'Azerbaïdjan, effectivement, c'est toujours preneur. Pareil pour éventuellement exploiter les ressources de la RDC. Mais encore une fois, effectivement, il faudrait vraiment rentrer dans les détails, je suis pas sûr qu'on ait le temps, mais si on prend le cas de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, en fait, c'est un processus qui est en cours déjà depuis plusieurs mois entre les deux capitales, pour justement, maintenant que le sort, grosso modo, du Karabakh est réglé, grosso modo, effectivement, les deux capitales parlent directement. Effectivement, la Russie s'est complètement retirée du jeu parce qu'elle est occupée en Ukraine. Et donc, finalement, il ne vient que, on va dire, paraffer en quelque sorte un processus déjà en cours. Par opportunisme ? Sans doute, oui. Je pense que c'est en partie par opportunisme économique et dans sa volonté d'obtenir le prix Nobel. Sachant qu'en fait, et je me permets juste de conserver un peu la parole par rapport à ça, c'est que très concrètement, l'accord de paix ne sera signé par les deux parties, et notamment l'Azerbaïdjan, que le jour où l'Arménie aura modifié sa constitution, parce que son préambule dit que le Karabakh appartient à l'Arménie. Et ça ne pourra arriver qu'après les éventuelles élections législatives de 2026. Donc on voit bien qu'en fait, c'est un processus en cours et que finalement, lorsque Donald Trump dit les deux ont signé la paix, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et finalement, en fait, il est très probable qu'en 2026, lui, sera déjà passé à autre chose. Sylvie Bermann, Ulrich Bunja le disait à chaque fois dans ces accords de paix, il y a la partie commerciale, les intérêts économiques américains qui pèsent. Il a mis le commerce, l'économie américaine au centre également, effectivement, de ces accords de paix. Oui, absolument. Mais d'abord, il a une vision assez simpliste du monde, de la géopolitique. Il considère que tout peut être réglé par le commerce. Et il ne comprend pas, d'ailleurs, quand d'autres ont d'autres raisons de faire ou de continuer une guerre. Et c'est aussi la logique d'America First. Il cherche partout des mines, des minerais, des métaux rares. Si l'occasion se présente pour les États-Unis, pour les entreprises américaines, il le prend. Il l'a fait aussi en Ukraine, avec ce fameux accord sur les terres rares, même s'il n'y a pas nécessairement de terres rares en Ukraine. La paix comme business, c'est un petit peu ça que vous voulez dire ? Oui, la paix par le business, c'était un Montesquieu, le doux commerce, qui n'a pas fonctionné puisque c'était la logique allemande dans ses relations avec la Russie, mais qui est réactivée par Donald Trump. Et c'est complètement sa logique. La paix, quel que soit le prix, c'est un petit peu ça, là, aussi la méthode de Donald Trump ? Disons qu'effectivement, il parle, en tout cas, mais ça rejoint vraiment sa vision du monde. C'est-à-dire que je pense que pour Donald Trump, et c'est d'ailleurs, je pense, une vision du monde qu'il partage avec Xi Jinping ou Vladimir Poutine, c'est qu'effectivement, il y a des États forts et des États faibles et que les grands États, finalement, ont le droit, en fait, certains droits supérieurs, notamment aux petits États, avoir des espèces de sphères d'influence, etc. Et donc, effectivement, ce sont les grands États qui doivent un petit peu se mettre d'accord entre eux et c'est un petit peu le mécanisme qu'on voit se mettre en place sur l'Ukraine, où effectivement on a parfois un peu l'impression que Donald Trump dit nous allons décider sous-entendu les Américains et peut-être les Russes, nous allons décider sur les échanges territoriaux. Et donc effectivement, mais ça rejoint cette vision du monde où effectivement il n'y a que le business qui compte et ce sont surtout ceux qui sont le plus forts qui ont le droit de décider pour le reste. Vous anticipez un petit peu ce que je l'ai posé à Sylvie Bermann. On voit effectivement la situation face à certains pays, mais face à la Russie de Vladimir Poutine. Lorsqu'il aura Vladimir Poutine en face, est-ce qu'il arrivera à mettre également le business, ces accords commerciaux au centre
des discussions ou là, ça va être complètement autre chose? Alors, c'est beaucoup plus difficile parce que Vladimir Poutine ne s'est jamais intéressé à l'économie, au développement économique du pays. Il a une vision purement géopolitique et donc, si effectivement Vladimir Poutine avait été intéressé, il aurait saisi la première offre que lui avait fait Donald Trump sur le sujet, avec une coopération dans l'Arctique, avec la levée des sanctions et tout, il y a déjà quelques mois. Donc, il ne l'a pas, il ne s'en est pas saisi. Ça va être plus difficile, mais en même temps, comme Donald Trump fait aussi d'autres propositions, justement, sur ces échanges de territoires, c'est à voir. C'est difficile de le dire pour le moment. Apparemment, Vladimir Poutine veut poursuivre sa guerre, mais il trouvera peut-être un intérêt à ce qui est proposé. Et quid de Volodymyr Zelensky? Lui, au contraire, c'est impossible. Et il est, quand on dit qu'on n'est pas à la table, on est au menu. Et c'est vraiment ce qui se passe pour l'Ukraine aujourd'hui. Cela dit, il n'aura peut-être pas le choix. Et il sera peut-être à un moment donné, je ne veux pas dire que ça sera ce vendredi-là et que tout sera terminé, mais effectivement, d'accepter. Alors, des échanges, reste à voir de quoi on parle, parce que c'est que des terres ukrainiennes qui sont envisagées. Mais je pense qu'il est prêt à un moment donné à des concessions territoriales. Ulrich Bouna, une fois que le dossier russo-ukrainien sera passé, sera bouclé, est-ce qu'il va s'attaquer au dossier de Gaza, selon vous? Alors, déjà, vraiment de manière beaucoup plus intense? Alors, je pense qu'il mène un petit peu les deux de front. Hein. Pour le coup, son envoyé Steve Witkoff est un jour à Moscou, un jour en Israël, un autre jour dans le Golfe. Donc, pour le coup, il mène un petit peu les deux de front. Après, en fait, finalement, il est possible, enfin, je pense que c'est ce qu'il va chercher à obtenir à tout prix. Effectivement, Donald Trump va rechercher un cessez-le-feu. Peut-être pas d'ailleurs, il va peut-être pas régler le conflit sur le fond entre l'Ukraine et la Russie, mais va peut-être réussir à obtenir un cessez-le-feu. Et ce sera peut-être déjà pas mal pour les civils. Mais effectivement, et donc après, le dernier dossier qui restera, mais qui est sans doute le plus ambitieux, c'est effectivement, on va dire, le Moyen-Orient, Gaza, où effectivement, il avait déjà tenté lors de son premier mandat avec les accords d'Abraham de forcer une espèce de décision, là encore purement par le business, en disant finalement, tout le monde se reconnaît un petit peu entre eux, les différents États, on fait du commerce et tout va bien. Et on voit bien que finalement, lorsqu'on a accéléré les choses, le politique et le géopolitique est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Et donc, il va essayer effectivement de régler ce problème-là, et plus globalement l'ensemble du Moyen-Orient avec l'Iran, etc. Mais pour le coup, cette approche purement transactionnelle, elle se heurte à des limites qui sont vraiment flagrantes sur le Moyen-Orient. Et est-ce que vous pensez que dans le temps long, est-ce que cette méthode où on mêle la paix et le business, elle peut fonctionner ? Ou est-ce que c'est un effet sur les premiers mois, la première année? Je pense que ça dépend beaucoup des interlocuteurs que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez effectivement, avec certains interlocuteurs, si on prend par exemple l'exemple de la RDC du Rwanda, même si le M23 n'était pas parti à cette négociation, les deux interlocuteurs qui se disputent notamment les ressources minières de l'Est de la RDC ont sans doute un intérêt à faire du business avec les États-Unis, parce que cette guerre, elle est liée essentiellement à justement des espèces de transactions commerciales autour des minerais. Mais si en revanche vous avez en face de vous un Vladimir Poutine qui est purement intéressé par la politique et la géopolitique, ou typiquement les Palestiniens qui eux ont vraiment une revendication, on va dire, d'obtenir un État, donc vraiment quelque chose de politique, vous pouvez leur proposer tous les business du monde, ça va pas forcément suffire à les gagner sur le long terme. Une dernière question pour vous, Sylvie Berman. On se projette un petit peu. On est le 10 octobre prochain à Oslo, jour où doit être délivré donc le prix Nobel de la paix, et Donald Trump ne l'a pas. Quelles conséquences selon vous et quelle sera sa réaction ? Il sera vexé et furieux, bien évidemment. Il considérera que c'est lui qui aurait dû l'avoir, comme il avait considéré que c'est lui qui avait gagné les élections en 2020. Donc, mais après, des conséquences, je vois pas quelle autre conséquence. Il va pas se dire. Mais est-ce qu'il pourrait justement mettre un coup d'arrêt justement à ces traités de paix, à ces négociations qu'il met sur le terrain ?
Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, on ne sait pas du tout quand le problème sera résolu, mais cela dit, c'est une promesse à ses électeurs, et je pense que même si là, ça ne marche pas, je pense qu'il n'abandonnera pas. Et je pense également sur Gaza. Ce qui a changé par rapport à son premier mandat, c'est qu'il y a beaucoup plus de com', alors que beaucoup plus de télé-réalité, alors que les accords d'Abraham avaient été négociés dans une totale discrétion, et malgré tout, c'était quand même un succès, même si le processus n'était pas complet. Et on suivra ça donc pour ce prix Nobel de la paix qui sera donc à Oslo en octobre prochain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sylvie Berman. Je rappelle le titre de votre dernier livre qui s'appelle L'ours et le dragon chez Taillandier. Et merci à vous également Ulrich Bouna d'avoir été les invités de ce grand angle.